nous avons de nouveaux programmes. Dans ces programmes, l'innovation probablement la plus importante, c'est l'installation d'une initiation, d'une sensibilisation aux mathématiques en cycle 1. Et donc le cycle 2, dont nous allons parler tout de suite après, se situe en continuité avec cette initiation et cette sensibilisation. Et vous ne serez donc pas étonnés si je fais des allusions importantes à ce cycle 1, même si je sais bien que l'objet porte aujourd'hui essentiellement sur le cycle 2. Donc nous avons de nouveaux programmes. Nous avons eu une conférence de consensus qui a permis d'éclairer les contributions de la recherche à l'apprentissage des mathématiques, plus qu'à l'enseignement, puisqu'on a beaucoup moins de travaux en ce domaine. Et donc aujourd'hui, on peut dire que nous sommes dans une situation traditionnelle en France où nous avons de nouveaux textes, nous avons de nouvelles recommandations et il reste la mise en œuvre. Et si la mise en œuvre n'a pas lieu, c'est-à-dire si vous ne faites pas cette mise en œuvre, si vous n'arrivez pas à convaincre les enseignants de se mettre en action, d'introduire les nouveautés, de penser les nouvelles activités, eh bien nous ferons, comme nous avons fait un certain nombre de fois dans notre histoire, l'économie de la mise en œuvre des programmes. Donc le rôle que vous allez avoir est très important et c'est dans cette perspective que personnellement j'ai accepté de venir intervenir. Madame l'inspectrice vous a rappelé que j'ai été instituteur longtemps et donc d'expérience, je sais qu'un grand nombre de réformes en sont restées à la dimension verbale. Voilà, ce serait dommage que celle-là le fasse comme les autres, comme beaucoup d'autres, pardon. Quand même. Au passage, on lit beaucoup dans les journaux qu'on change souvent de programme et que dans ce pays, tout bouge tout le temps. Moi, je regarde un peu ce qui se passe à l'extérieur. Et alors, c'est vrai que c'est rarement au niveau national, puisque beaucoup de pays sont organisés en régions, mais croyez-moi, ça bouge ailleurs aussi. Et d'ailleurs, je vais vous en parler. Et donc, il est parfaitement normal qu'il y ait des changements de programme et des adaptations. En revanche, je crois que beaucoup de nos voisins occidentaux sont plus efficaces que nous en ce qui concerne la mise en œuvre. Bon, voilà, je clôt cette première remarque. Un mot sur la manière dont j'ai travaillé. Donc, j'ai eu à présider la conférence de consensus sur le nombre. J'avais participé aussi au programme en ce qui concerne le cycle 1. Et donc, pour préparer mon intervention d'aujourd'hui, j'ai repris évidemment une partie des informations. J'ai même, vous le verrez sur les diapositives, parfois renvoyé aux recommandations de la conférence de consensus. Donc, comme vous les avez, vous pourrez vérifier. J'ai aussi cherché dans les ouvrages des illustrations et plutôt que de m'en tenir à, comme j'aurais pu le faire, à des dimensions de la recherche fondamentale, je suis allé chercher des travaux qui ont plutôt essayé d'évaluer des outils pédagogiques. Une tradition qui n'est pas une tradition française, mais qui est une tradition des pays anglo-saxons. L'Angleterre fait ça couramment, les États-Unis tout le temps, la Hollande, la Belgique. Nous n'avons pas cette tradition et c'est un peu dommage parce qu'à plusieurs reprises, j'aurais à vous signaler que entre des déclarations verbales et puis les outils qu'on peut utiliser devraient souvent s'intercaler au moins un minimum d'évaluation des effets attendus et de la relation entre ces effets attendus et les effets observés. Voilà, ça fait partie de la mise en œuvre. Et d'un certain point de vue, c'est votre travail. Donc j'ai fait ce travail et donc vous allez trouver dans ma présentation à la fois des cadres liés à la recherche, un certain nombre de points qui sont très nouveaux, qui ont une petite décennie d'ancienneté,
des suggestions, puisque moi je ne suis pas en position, je ne suis ni inspecteur général, ni ministre, à Dieu ne plaise. Et en revanche, j'ai essayé de préparer ces données, et puis j'aurai un certain nombre de suggestions, car quand je regarde ce que nous avons, les programmes, ce que nous avons fait, la conférence de consensus, je vois aussi ce qui manque. Et il manque deux choses très importantes. Je ne sais pas si elles sont réalisables à la fois techniquement et politiquement. Il nous manque une sorte d'échelle de performance en fonction des niveaux scolaires, pas seulement des objectifs attendus, parce que ça c'est très général, mais au fond, les enseignants, vous-même, avez besoin de pouvoir situer les élèves dans des niveaux de performance. Nous ne sommes pas bien équipés pour faire ça. Et donc, j'aurai à revenir sur cette question. C'est dommage parce que, faute de cet outil, qui n'est pas un outil de pilotage du système, ce n'est pas le problème. C'est un outil de pilotage des apprentissages des élèves. Et nous avons besoin de ce genre d'outil tout simplement pour pouvoir déterminer si, à un moment donné, un élève se trouve disposé des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être aussi, concernant plus particulièrement les mathématiques. Ça, c'est un outil qui manque. Et il nous manque les outils correspondants en ce qui concerne l'évaluation. Et là encore, je ne parle pas de l'évaluation du système. Je parle de l'évaluation telle qu'elle nous permet de vivre. Sans évaluation de l'effet de nos comportements, nous serions bien incapables de nous adapter. Eh bien, là-dessus, nous avons toute une démarche intellectuelle. Il y a eu de très grandes oppositions à l'idée d'évaluation. C'est une erreur fondamentale. On ne peut pas se passer d'évaluation. En revanche, l'évaluation ne signifie pas sélection. Ce n'est pas du tout la même chose. L'évaluation, c'est ce qui permet d'évaluer dans quelle mesure ce que l'on a prévu de faire aboutit aux objectifs qui étaient poursuivis. Et là-dessus, nous avons beaucoup de progrès à faire et, d'un certain point de vue, ça dépend en partie de vous. Voilà, j'ai fini. Maintenant, nous entrons dans le vif du sujet. Alors, j'ai commencé par pourquoi est-ce qu'on change les programmes? Pourquoi est-ce qu'on fait des conférences de consensus? Et pourquoi est-ce qu'on aborde les mathématiques dans les programmes et les conférences de consensus? Alors, il y a plusieurs raisons, et ces raisons ne sont pas propres à la France. On les trouve aux États-Unis, en Angleterre, dans tout l'Occident, mais aussi en Orient. Première chose, le monde a beaucoup changé en l'espace de 50 ans, et en quelque sorte, les outils qui sont requis pour une adaptation académique ou une adaptation professionnelle sont de plus en plus des outils mathématiques. Et il est peu probable que cette tendance se renverse. Donc tous les pays se posent ce type de problème, et la France aussi, bien sûr. La deuxième chose, c'est que depuis une trentaine d'années, un petit peu plus, les évaluations internationales viennent nous mettre, non pas en compétition, mais en regard des performances qui sont obtenues dans des pays de même niveau de revenus, de situation sociale. L'Angleterre, l'Allemagne, la Suède, la Finlande, les États-Unis, la Chine, pas toute la Chine, le Japon. Et là, mon Dieu, la France est dans la moyenne de l'OCDE. Pas plus, pas moins. Mais elle a une caractéristique que je fais apparaître dans la diapositive que vous avez sous les yeux et qui est encore ce matin dans la presse, vous pourrez le vérifier, la presse du jour, à savoir la très grande difficulté que la France a à gérer les inégalités. Pour aller vite, si nous sommes dans la moyenne, nous sommes aussi le pays qui a le plus grand écart, la plus grande dispersion dans les réussites. Et notamment, nous avons énormément de peine à faire que les enfants issus de milieux défavorisés progressent.
Donc nous avons un véritable problème dans notre système éducatif. Ce problème n'est pas récent, il a été signalé d'emblée dans les évaluations internationales et évidemment on pourrait penser que ce sont des élèves tellement particuliers qu'on ne peut pas les faire réussir. Le problème c'est que quand ils sont en Finlande, en Suède ou en Allemagne ou en Angleterre, on arrive à les faire réussir. Donc il doit bien y avoir un truc. Ça m'étonnerait que les enfants français soient si particuliers qu'ils ne puissent pas progresser. Donc nous avons un vrai problème de prise en charge, et donc c'est de la mise en œuvre, ça, hein, des enfants qui sont avec les niveaux les plus faibles, et c'est particulièrement vrai en mathématiques. Nous sommes à la fois, si je voulais être un petit peu ironique, nous ne sommes pas tout à fait aussi bons que nous le pensons. Hein, en particulier, nous avons d'excellents résultats en mathématiques, mais quand même, hein, c'est pas tout à fait aussi bien que ce qu'on pense. Il y a les médailles Field, mais la réussite du système éducatif, c'est autre chose, et nous sommes particulièrement faibles dans l'amélioration des élèves les plus faibles. Alors, comment faire? Et là, depuis en fait très peu de temps, plusieurs pays ont entrepris des études longitudinales. Je reviendrai sur ce point, il est fondamental, et il est fondamental d'ailleurs pour la France aussi. Dans ces études longitudinales, on prend des cohortes d'enfants, des cohortes de parents, et on les suit pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et on fait ça depuis longtemps en Angleterre, on fait ça depuis longtemps aux États-Unis. Et les résultats sont extrêmement intéressants parce qu'au fond, ils permettent de suivre les trajectoires des individus. Et quand on fait ce suivi des trajectoires, il apparaît quelque chose de fondamental, c'est que les niveaux de performance, les niveaux d'habileté à l'entrée de l'école maternelle sont déterminants pour la suite des événements. Et vous voyez, si les nouveaux programmes ont introduit, comme ils l'ont fait en Angleterre, comme ils l'ont fait aux États-Unis, mais dans les États, hein, mais c'est quand même vrai aux États-Unis, comme ils l'ont fait en Allemagne, des sensibilisations ou des initiations à des activités, appelons-les arithmétiques, ça n'est pas du tout un hasard, c'est parce que la prise de conscience par tous ces pays du caractère très précoce de l'installation des inégalités a conduit à faire un pari, et c'est un pari. Hein, on ne sait pas si on le gagnera, ni aux États-Unis, ni en Angleterre, ni en Allemagne. Ce pari, c'est essayer d'intervenir le plus tôt possible en élaborant des dispositifs pour essayer de, je reviendrai sur ce terme, prévenir l'installation d'inégalités qu'on n'arrivera pas à récupérer. Vous voyez, et ça, c'est le résultat de la recherche et des études longitudinales. Alors, dans cette salle, vous êtes probablement plusieurs à avoir suivi, quand vous étiez jeune, Sesame Street, ou L'île aux enfants, si vous préférez, L'île aux enfants. Vous avez suivi L'île aux enfants. Ce n'était pas désagréable, L'île aux enfants. Mes filles ont suivi L'île aux enfants, et figurez-vous que ces grands enfants d'Américains, eux, sont pas contentés de mettre en place Sesame Street et L'île aux enfants. Ils ont suivi des cohortes entières de plusieurs dizaines de milliers d'enfants, selon qu'ils suivaient ou non, selon que ce suivi était accompagné des parents ou non. Et ils ont regardé ce que ça faisait 30 ans après. Alors, est-ce que ça fait quelque chose d'avoir suivi, à votre avis? Et oui, ça fait quelque chose. À court terme, ça a amélioré les performances académiques des enfants à 2-3 ans. Et puis, les effets académiques ont disparu. Autrement dit, on n'avait plus de différence entre les groupes qui avaient bénéficié et ceux qui n'avaient pas bénéficié, entre ceux qui avaient bénéficié avec l'accompagnement des parents et ceux qui n'avaient pas bénéficié de l'accompagnement des parents. Mais à 30 ans, on a des différences d'insertion sociale, de salaire, de conduite générale. En d'autres termes, ces grands enfants d'Américains ont pris le pari qu'on pouvait attester empiriquement des effets à long terme
de grands programmes comme ceux-là. Vous voyez? Alors que s'ils avaient arrêté au bout de 3 ans, on aurait dit, ben voilà, c'est ce qu'on a fait d'ailleurs avec des évaluations CE2 récemment en mathématiques. On a dit, ben vous voyez, il y a eu un effet immédiat, puis il n'y a pas d'effet à 3 ans. Sauf que c'est plus compliqué que ça, l'éducation. Donc voilà, très important, très important. Inégalité très précoce, installée selon les milieux, mais pas seulement selon les milieux au sens où on l'entend, et donc idée d'intervenir très précocement dans les cursus, d'où modification des programmes, et d'où installation au niveau de ce qui concerne pour nous l'école maternelle, de dispositifs visant à prévenir. On n'est pas dans la remédiation, on est dans la prévention. Et donc, ce qu'on espère de la recherche, des activités proposées, de la mise en œuvre, c'est que ces interventions précoces amélioreront la situation et donc les performances à l'entrée du cycle 2, puis du cycle 3. Voilà. Et enfin, dernier point, justement, ces grandes évaluations, ces projets, ces produits de la recherche ont fait apparaître quelque chose qu'on n'attendait pas vraiment et qui n'était pas dans l'idée qu'on se faisait de ce que sont les mathématiques. On a beaucoup pensé les mathématiques comme étant quelque chose d'homogène, une sorte de capacité, on serait bon ou faible en mathématiques. Et les choses que l'on a pu observer depuis 20 ou 30 ans suggèrent que ce n'est pas comme ça et qu'en fait, les mathématiques sont un assemblage d'une série très hétérogène de capacités avec du langage, avec de l'attention, avec de la mémoire et avec du raisonnement, mais finalement pas autant de raisonnement qu'on le pensait et probablement plus de mémoire et plus de symbolisation. Voilà, je reviendrai sur tout ça et vous verrez, vous avez déjà 2 recommandations auxquelles vous pouvez référer, R3 et R4. Alors, les travaux de recherche font apparaître en fait 3 grandes catégories de difficultés. Ces difficultés, j'ai déjà dit qu'elles étaient précoces. Il semble qu'on puisse les répartir en 3 grandes catégories. D'abord, c'est vrai qu'il semble y avoir des individus qui présentent des difficultés dans ce qu'on pourrait appeler les mathématiques, pas le raisonnement. On trouve des individus qui ont des capacités de raisonnement extrêmement élevées et qui, dans le même temps, ne sont pas très bons, voire pas bons en mathématiques. Ça semble être une autre habileté liée à la capacité de gérer, de concevoir les quantités, les grandeurs. Donc, on a ce qu'on appelle le sens du nombre. Et puis, le dénombrement, les opérations, je vais y revenir, vous vous en doutez. Ensuite, on trouve parmi les difficultés qui rejaillissent sur les performances en mathématiques des difficultés de langage, des difficultés d'attention, des difficultés de mémoire, des difficultés... Voilà. Ces difficultés peuvent apparaître comme finalement relativement peu importantes et pourtant, elles ont un rôle essentiel pour la plupart des enfants. Et notamment, il faudrait que entre l'école maternelle et les débuts de l'école élémentaire, si vous voulez, entre la grande section maternelle et le cours élémentaire première année, la fin du cours élémentaire première année, les maîtres, et donc leurs formateurs, soient équipés d'un certain nombre d'indicateurs leur permettant de repérer les enfants à risque d'échec, risque d'échec lié par exemple à des difficultés langagières, risque lié à des difficultés de mémoire, risque lié à des difficultés qu'on appelle praxiques, qui sont liées à l'utilisation des gestes. Voilà. Il est un peu dommage qu'on récupère au niveau de l'entrée en 6e des élèves dont on se dit que si seulement on avait pu repérer leurs difficultés quand ils avaient 7 ans ou 8 ans, on aurait pu intervenir et intervenir efficacement
Alors qu'à partir de la 6e, certes, on peut intervenir, mais à ce moment-là, ce sont les compensations qui vont devoir être mises en œuvre, alors que sur le champ des praxis, sur le champ du langage, vous voyez, ça, c'est typiquement une carence du système éducatif français. Il touche la formation des maîtres. Ce n'est pas un scoop, hein. Vous le savez aussi bien que moi. Mais dans cette formation des maîtres, il ne s'agit pas de demander aux maîtres d'avoir un diagnostic. Ce n'est pas ça. C'est d'avoir des signes d'alerte et notamment une stabilité dans les difficultés. C'est pour ça que je vous ai parlé de la fin du CE1. En fait, la fin du CE1, c'est le moment où on peut observer une stabilité dans les difficultés, aussi bien en lecture qu'au début des mathématiques. Le problème est à peu près le même, du point de vue du repérage. Après, les modalités de mise en œuvre, elles seront de deux types. Elles sont soit de type pédagogique, soit par une prise en charge extérieure. Enfin, troisième point, l'instruction dispensée. À plusieurs reprises dans mon exposé ce matin, j'aurai à intervenir en vous disant, voilà, par exemple en Hollande, on s'est intéressé à l'utilisation de 2 catégories de matériel pour travailler sur la base 10. Et empiriquement, on a regardé si l'utilisation de matériel conduisait à des effets à moyen terme ou à court terme plus bénéfiques que l'utilisation d'un autre matériel. Voilà aussi une tradition qui n'existe pas chez nous. Nous avons plutôt une tradition rationaliste, c'est-à-dire que nous pensons plutôt que les idées que nous avons vont entraîner les conséquences que nous attendons, alors qu'on pourrait, en tout cas pour un certain nombre de situations, choisir d'aller regarder empiriquement, et donc en travaillant sur un nombre de classes non négligeable, les effets, et comparer ces effets observés aux effets attendus. Alors, pourquoi ? Parce que ce qu'on cherche, vous voyez, ça n'est pas seulement de dégager une élite. Hein, je ne conteste pas qu'on cherche à dégager une élite. Ce serait une autre discussion. Ce qu'on cherche, c'est pour une adaptation au monde qui nous attend, qui est un monde qui bouge vite, un monde où l'accumulation des connaissances est impressionnante. On cherche à se dire qu'il faudrait que les citoyens soient équipés le plus possible d'une culture littéraire, artistique, mathématique. Et que de ce point de vue-là, on est plutôt en difficulté parce que les inégalités sont très fortes. Et donc, vous voyez, il y a 3 objectifs, 3 approches plus exactement. Ce pourquoi nous sommes réunis, c'est essentiellement pour essayer d'aborder le premier point, prévenir les échecs. Prévenir les échecs, c'est mettre en place des dispositifs dont, parce que les autres les ont testés ou parce qu'on pense que c'est des voies possibles, mettre en place des dispositifs dont on espère qu'ils vont préparer une meilleure compréhension, appréhension, un meilleur traitement de certaines difficultés parmi celles que j'invoquerai tout à l'heure. Ça, c'est le premier point. Et vous voyez, c'est l'état d'esprit des programmes, c'est l'état d'esprit aussi des prises en charge qui visent à rapprocher l'école du milieu des parents, tout simplement parce qu'on sait que les relations parents-enfants, en tout cas pour les tout-petits, sont déterminantes pour l'installation des inégalités. Alors particulièrement dans les pays où l'immigration est importante. Toujours dans cet état d'esprit, la conception des curricula est fondamentale. Et là-dessus, je dirais que nous avons probablement beaucoup à faire. Et vous avez beaucoup à faire, car aujourd'hui, on délègue aux auteurs de manuels le soin de construire les curricula. Oui, c'est eux qui le font. Et heureusement qu'ils le font, puisque sinon, on n'en aurait pas. Il n'empêche qu'on pourrait penser que dans des grandes régions, telles que celles qui existent maintenant, on pourrait avoir, comme on l'a aux États-Unis, comme on l'a en Allemagne,
des groupes de travail qui essaient d'installer des progressions et qui essaient d'en évaluer la pertinence. Ceci, pour l'instant, ne me semble pas avoir été fait. Et puis, même question pour les outils. Tout à l'heure, je vais arriver tout de suite à la dualité des propositions qui existent dans les programmes. Soit on enseigne, soit on met en place des activités ludiques. C'est une vraie question. Quelles activités ludiques? Est-ce qu'on est sûr que ces activités ludiques sont susceptibles d'induire ce que l'on attend? Voilà, ce sont des questions très importantes pour le futur. Donc ça, c'est un premier point. Prévenir. Deuxième point, intervenir en temps réel. Ça veut dire repérer les difficultés, pouvoir les traiter individuellement et donc avoir une formation des maîtres qui soit suffisamment développée pour que des prises d'informations sur ce que sont en train de faire les élèves permettent d'améliorer le traitement immédiat, en temps réel, de telle ou telle difficulté. Là encore, vous savez bien, comme moi, que cette formation des enseignants fait défaut et vous verrez que dans les recommandations, la recommandation 6 aborde très explicitement cette question. Enfin, remédier. Remédier, c'est reconnaître un échec. C'est devoir intervenir souvent après qu'une situation négative pour l'élève, mais aussi pour l'apprentissage, se soit installée. Et de ce point de vue-là, la remédiation, on peut essayer de la situer dans l'établissement. Par exemple, au Québec, il y a des orthophonistes qu'on appelle d'ailleurs des orthopédagogues, qui sont à l'intérieur des établissements et qui prennent en charge les élèves en difficulté. C'est-à-dire on a un système dans lequel l'accès à des ressources extérieures est beaucoup plus rare, tout simplement parce que le système lui-même fonctionne avec ses propres dispositifs de remédiation. Nous avons fait un choix très différent, et là, du coup, la question de la remédiation se pose. À quel moment est-ce qu'on va détecter le fait qu'une difficulté est suffisamment importante pour suggérer aux parents, puisque c'est eux qui vont décider, étant donné que c'est une prise en charge extérieure, on va pouvoir suggérer aux parents que vraiment il faut faire quelque chose et pour ça recourir à des agents extérieurs. Vous voyez, c'est une question de politique publique. Ce n'est pas du tout la même politique publique au Québec et en France. Et évidemment, ça pose un problème de repérage, un problème de relation avec les parents, un problème de décision des parents, etc., et de prise en charge. Alors, je vous disais, prenons la question de la prévention et de la prise en charge en temps réel. Dans les programmes, vous trouverez deux grandes familles de suggestions. D'abord, enseigner formellement. C'est ce qu'on fait, c'est ce que font les enseignants, ils savent le faire. Et on a montré, il ne faudrait pas qu'ils viennent à l'idée d'abandonner ce genre de pratique. L'enseignement frontal, si vous voulez, structuré, avec des étapes, avec des exercices, avec une progression. L'enseignement qui a été programmé et à partir duquel on peut observer l'efficacité et donner des évaluations, cet enseignement reste aujourd'hui, et de loin, le seul dont on ait pu mettre en évidence l'efficacité à court et à long terme. On est d'accord, hein? Nous avons là des éléments qui sont clairs et qui permettent de montrer que sur des apprentissages bien particuliers, on assure une réussite en utilisant ce type d'enseignement. Et puis, on suggère, et ça s'explique, en raison de l'introduction de certaines activités dans le cycle 1. Dans le cycle 1, mais aussi peut-être dans le cycle 2, l'idée qui court, c'est que on pourrait au fond déléguer à des activités, à des dispositifs, le soin de faire l'enseignement à notre place. Vous voyez, vous prenez un jeu de petits chevaux, vous prenez
un logiciel sur smartphone. Et au fond, la question posée, c'est est-ce que si on encourage les enfants à pratiquer des jeux seuls ou avec d'autres partenaires, est-ce que ces activités ludiques vont avoir pour conséquence, pour résultat, une amélioration des performances ou une sensibilisation, par exemple, je sais pas, dans le jeu de petits chevaux, à additionner, à parcourir, relation entre l'espace et le nombre, vous voyez, des questions qui sont importantes, sur lesquelles on a des éléments de réponse, mais sur un nombre extrêmement réduit de points, et ces réponses ne sont pas toutes positives. Il y en a qui sont positives et d'autres qui ne le sont pas. Et donc, vous voyez, le fait de conseiller le recours à des jeux ne peut pas se faire sans une prise de conscience de votre part qu'il n'est pas assuré que l'emploi des jeux conduira systématiquement et avec tous les élèves aux améliorations qui sont espérées. Donc il faut le regarder, et le regarder soigneusement, et il est probable que les jeux seuls ne le permettront pas, que ce sont plutôt les jeux accompagnés d'une certaine prise de conscience, distance et exploitation. Et ça, ce travail devra probablement être fait à l'école maternelle et à l'école élémentaire, notamment peut-être en cycle 1. En cycle 2, pardon. Ça va ? Au fait, j'ai oublié de vous dire, si vous voulez poser des questions, c'est peut-être aussi simple que vous le fassiez en temps réel, parce que je ne suis pas sûr qu'il restera beaucoup de temps à la fin. Bon, ce qu'il faudrait faire aussi, c'est mettre en place, alors à quel niveau ? Au niveau des établissements scolaires, au niveau des circonscriptions, au niveau des départements, des académies, je ne sais pas, je n'ai pas d'avis, des suivis longitudinaux. C'est-à-dire qu'il faut suivre les élèves et suivre l'évolution des performances, parce que c'est comme ça qu'on verra si on obtient les effets attendus ou si on ne les a pas. Il faudrait pouvoir recenser les difficultés. Ça, les chercheurs peuvent le faire, mais ils ne peuvent pas le faire comme vous pouvez le faire, tout simplement parce qu'ils se cantonnent à de petits effectifs. Il n'y a que les grandes évaluations qui permettent de repérer, d'une part, certaines difficultés, d'autre part, le passage des difficultés au trouble, c'est-à-dire le moment où quelque chose se cristallise et fait que ce qui était une simple difficulté ou un obstacle n'est pas surmonté et va entraîner un échec systématique. On devrait pouvoir isoler les facteurs, le nombre, le langage, l'attention, l'espace. On l'a fait, mais dans des sous-groupes. Et puis, étudier l'impact des interventions. Voilà, ça, bien sûr, c'est une démarche de recherche qu'on peut utiliser en laboratoire. Mais je ne vous parle pas des laboratoires. Là. Je vous parle de la mise en place dans les établissements, dans les circonscriptions, d'activités, vous voyez, avec toujours un même protocole qui est très simple à concevoir. Il est moins facile à mettre en œuvre, où vous avez à contrôler ce qui relève des mathématiques, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, mais on pourrait l'adapter à l'orthographe, à la production écrite, à la lecture, et pour la lecture, on l'a fait relativement bien. On a les capacités générales pour lesquelles on peut avoir des évaluations relativement simples, en tout cas pour repérer les difficultés, et on a l'instruction dispensée avec la possibilité de comparer à 1 an, à 2 ans, à 3 ans, les effets des modalités d'intervention. Voilà, ça, c'est une démarche qui est parfaitement adaptable et dont on pourrait penser qu'elle est utilisable. Et je vous ai choisi un exemple qui est assez intéressant. C'est une petite cohorte. Elle porte sur 177 enfants qui ont été suivis aux États-Unis par un de nos collègues qui s'est fait une spécialité de traiter des problèmes de mathématiques. Voilà, il y a 12 écoles. Les enfants ont été suivis pendant 5 ans, depuis l'âge de 74 mois, en moyenne. Et
pour ces enfants, on a pris des informations sur leur mémoire, sur leur intelligence, sur la vitesse avec laquelle ils étaient capables de traiter, par exemple, de percevoir un événement, de le traiter. Et puis, on a pris des variables spécifiquement mathématiques, la capacité d'estimation des quantités, le subitazing, je reviendrai ça, la capacité d'évaluer les toutes petites quantités, 1, 2, 3, éventuellement 4, très rapidement. La ligne numérique, je reviendrai là-dessus aussi, le comptage, la résolution d'opérations. Et on a suivi ces enfants. Donc, par exemple, très tôt, 3 groupes d'enfants sont constitués, des enfants qui ont des troubles du sens du nombre, qui ont des difficultés assez générales et qui présentent aussi souvent des difficultés de mémoire. Des faibles, LA, qui ont des difficultés, mais qui leur permettent d'avoir des performances moyennes faibles, si vous voulez. Et puis, au contraire, les très bons, c'est-à-dire ceux qui ont à la fois une bonne mémoire, un bon sens du nombre, etc. Et on a suivi ces enfants. Donc, ici, je passe sur ceci. Voilà ce qu'on peut obtenir entre le CP et le CE2. Vous avez donc les enfants en difficulté. Vous voyez, il y en avait 18 au CP. Vous voyez qu'il y en a qui ont évolué, qui sont devenus faibles, certains même qui ont rejoint les tout venants, c'est-à-dire la moyenne. Les faibles, vous en aviez, vous voyez leur évolution, voilà. Les tout venants, vous voyez leur évolution, et vous voyez que parmi ces tout venants, certains se retrouvent en difficulté en CE2, etc. Ceci permet d'abord de montrer une première chose, c'est-à-dire qu'il y a une grande stabilité. Sur la diagonale, vous avez la stabilité des performances. Et puis, vous avez un certain nombre d'enfants, sans qu'on sache ici ce qui a induit les améliorations, mais il y a des enfants qui ont progressé. Regardez, il y a beaucoup d'enfants qui étaient faibles et qui ont progressé, et on peut penser que ce sont les interventions dont ils ont bénéficié qui ont induit ça. Et puis, vous avez au contraire des enfants pour lesquels des difficultés se sont installées. Et évidemment, pour ces enfants-là, le point important, ce serait d'identifier ce qui a pu constituer les obstacles et pourquoi ces obstacles n'ont pas été surmontés. Voilà, ce genre de suivi longitudinal est parfaitement pensable et mériterait probablement d'être un peu généralisé. Vous voyez, donc, quelques éléments de réflexion à l'issue de ce premier point, avant d'entrer sur des choses un peu plus techniques. L'importance du suivi longitudinal, elle suppose qu'il y ait un fonctionnement au niveau des établissements, au minimum, peut-être même au-delà, c'est-à-dire les circonscriptions, les villes, les communautés d'agglomération. L'importance d'avoir une échelle d'évolution, vous voyez, le travail comme celui-ci n'est possible que si on a un minimum d'outils d'évaluation qui permettent de repérer si un individu donné, à un certain moment, se retrouve plutôt en deçà de la moyenne ou plutôt au-delà de la moyenne et de sa moyenne propre. Ensuite, ça suppose des évaluations systématiques, et ces évaluations systématiques supposent qu'on ait une hiérarchie de performance qui soit établie, et ceci, pour l'instant, à mon avis, à ma connaissance, n'existe pas. Et au passage, je signale dans cette diapositive que c'est ce qui permettrait des repérages, notamment d'enfants qui présentent des difficultés spécifiques en fonction de certains registres d'activité, par exemple ceux qui présentent des difficultés aux opérations mais pas au transcodage, ceux qui présentent des difficultés en calcul mental mais pas en calcul posé. Vous voyez, des choses comme ça qui méritent probablement d'être regardées. Et enfin, ce travail ne peut se faire que si on a une continuité au sein des établissements, ce qui pose un problème en termes, par exemple, de choix de manuels, de choix d'approche, de construction de curricula, qu'il y ait un minimum de continuité entre CP, CE1, etc. Voilà, ça, ce sont des sortes de recommandations concernant la mise en œuvre, et que je sache pour l'instant, ces recommandations mériteraient probablement d'être travaillées.
Et c'est une partie de votre travail. Est-ce qu'arrivé à ce point, ça va? Je ne vous ai pas encore choqué? En tout cas, pas suffisamment pour que... Pas de remarques? Pas de questions? Non. Bien. Alors maintenant, nous entrons dans les grands chapitres que je vais aborder. Les difficultés qui ont été identifiées à la fois en termes de recherche et en termes de performance, donc si vous voulez plutôt en laboratoire ou plutôt quand on fait de grandes enquêtes, elles peuvent se répartir dans des grands chapitres. Le sens du nombre, qui est une question qui en fait est récente, parce que tout simplement on n'avait pas les outils conceptuels et même empiriques qui permettaient de tester et surtout de mettre en évidence ce genre de difficultés. Ça vaut surtout pour le cycle 1, mais j'en dirai quand même quelque chose parce que c'est fondateur de ce qui suit au cycle 2. Le comptage, le dénombrement, on a un certain nombre d'enfants qui ont des difficultés. La numération décimale, alors moi je ne traiterai que les entiers naturels et je laisserai à mon petit camarade le soin de se débrouiller avec les fractions et les décimaux, hein, il fait ça beaucoup mieux que moi. La résolution des opérations, alors pareil, je parlerai des opérations qui portent sur les entiers naturels, et je crois qu'on vous l'a fait savoir, on n'abordera pas la résolution de problèmes, non pas qu'on n'ait pas envie de le faire, mais ça supposerait qu'on s'attaque à ce thème et à ce seul thème en une fois, et moi j'ai simplement repris une classification importante des programmes de 2002 et qui répartissait les problèmes en 4 catégories, les problèmes visant la construction de nouvelles connaissances, et ça c'est les problèmes censés induire l'introduction de nouvelles notions, les problèmes qui visent le réinvestissement de connaissances déjà acquises, ça ce sont les problèmes plutôt d'application, c'était la tradition de l'enseignement. Les problèmes un peu plus complexes qui sont un peu un mixte de ces deux premières catégories où on a à la fois l'articulation de connaissances anciennes et l'obligation parfois de faire appel à des raisonnements un peu nouveaux. Et enfin, une catégorie de problèmes alors qui vaut à tous les niveaux et qui est très différente, puisqu'elle s'applique généralement aux situations dans lesquelles il n'y a pas forcément une solution unique, mais où l'objectif, c'est d'apprendre à aborder la résolution de problèmes en général. Voilà, donc il faudrait traiter ces 4 points, il faudrait le faire une fois et mettre plusieurs contributeurs pour aborder ça. Donc on le laisse de côté. Jean-François, voilà. Nous sommes mis d'accord avant. Ça va ? Donc, regardons, si vous voulez bien, les objectifs qu'on va essayer de poursuivre en cycle 1 d'abord, et puis on passera au cycle 2. La première, l'acquisition fondamentale, les acquisitions fondamentales pour le cycle 1, tout simplement, je ne peux pas les éviter, puisqu'elles vont être fondatrices de ce que vous allez devoir faire ensuite, mettre en place en cycle 2. Ces acquisitions, elles vont porter sur ce schéma. En gros, il faut qu'à la sortie du cycle 1, ou si vous voulez, à la fin du cours préparatoire, c'est plus sûr, les élèves aient acquis implicitement, pas forcément explicitement, plusieurs connaissances liées au nombre. D'abord, que la notion de cardinal, le fait que le cardinal, c'est une propriété des ensembles et que, quelle que soit la nature des entités, eh bien, on peut toujours leur faire correspondre un cardinal. Le fait que les nombres s'emboîtent, c'est-à-dire que 2 emboîtent 1, 3 emboîtent 2, que ceci se fait avec l'itération de l'unité, on passe de 2 à 3 en ajoutant 1, mais aussi, on passe aussi
de 7 à 8 en ajoutant 1, de 125 à 126 en ajoutant 1, etc. Et qu'on a donc une relation d'ordre. Donc ces notions-là sont fondamentales et évidemment, on pense, parce que nous sommes des adultes, qu'elles n'ont pas besoin d'être abordées. Au fond, nous sommes un peu des inéistes, c'est-à-dire nous pensons que tout ça, c'est déjà disponible dans l'esprit des enfants. Malheureusement, il y a une expérience qui est absolument terrible et que peut-être vous l'avez déjà lue. Nous sommes depuis quelques années en train de travailler avec des tribus d'Amazonie. Vous voyez, c'est loin l'Amazonie. Et surtout, ce sont des tribus qui vivent dans des petits groupes isolés en forêt et qui, assez souvent, n'ont pas de système numérique verbal. Alors, ils ont 1, 2, mais 3, c'est déjà beaucoup. Et après, il n'y a pas 4, il n'y a pas 5, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que chez ces individus, les performances dont je reparlerai tout à l'heure sont à peu près les mêmes que celles qu'on a chez les enfants de 3 ans en Occident. Autrement dit, ce que nous pensons, parce que nous sommes dans une culture où les nombres sont partout, où on les utilise quotidiennement, ce que nous pensons être quelque chose d'inné n'est pas du tout inné, n'est pas du tout universel, mais fait partie des éléments qui doivent être appris. Et cet apprentissage, il s'effectue plus ou moins facilement en fonction du milieu, en fonction des individus aussi, et c'est une vraie question pour le cycle 1. Et je répète, pour le cycle 1 jusqu'à la fin du cours préparatoire, puisque comme vous le verrez, je vous montrerai tout à l'heure qu'une partie des apprentissages dont on aurait pu penser qu'à l'entrée au CP, ils étaient déjà effectués, une partie de ces apprentissages doivent être poursuivis. Alors pour ça, on a au fond 2 approches que les mathématiciens connaissent bien, qu'ils ont souvent dissociées théoriquement, mais ces dissociations n'intéressent pas les enseignants, ni même les élèves d'un certain point de vue, puisque les 2 apprentissages doivent s'effectuer. On peut avoir une approche cardinale. Au fond, pour ça, on va utiliser essentiellement la correspondance terme à terme et on va essayer de faire apparaître et de faire concevoir par l'élève le fait que la notion de cardinal est indépendante des couleurs, des formes, de l'espace occupé, ce qui vous paraît sans doute très simple, mais qui est en fait un processus très compliqué. Je montrerai ça tout à l'heure. Donc ici, et qui va mettre en œuvre des compositions, décompositions. Ça, c'est une première approche. Une deuxième approche repose sur les systèmes symboliques. C'est-à-dire, on va utiliser les noms de nombres, ou bien les chiffres arabes, ou bien les doigts. Et les doigts occupent une position un peu intermédiaire. Ils peuvent être utilisés dans une approche cardinale ou dans une approche ordinale. En tout cas, ici, on s'appuie beaucoup plus sur les systèmes symboliques et parfois on se trompe parce que ces systèmes symboliques peuvent laisser penser que les élèves sont capables de faire un certain nombre de choses ou comprennent un certain nombre de choses alors que cette compréhension reste marginale. Voilà, donc je vais essayer de développer ces 2 points très rapidement à travers des activités. Alors, par exemple, l'objectif du cycle 1 et du cours préparatoire pourrait être celui-ci. Obtenir que les enfants passent d'un traitement intuitif des quantités, parce que ça, ils l'ont. Nous sommes sûrs qu'il existe un traitement intuitif des grandeurs et des quantités pratiquement dès la naissance. Il s'affine, mais il existe et certains individus peuvent présenter un trouble de cette capacité. Voilà. Et donc ceci semble universel. On l'a, par exemple, les tribus d'Amazonie sont capables de traiter un certain nombre d'activités, de situations qui exigent le traitement des grandeurs et des quantités. Mais ce qu'ils ne font pas, c'est aller vers ce que nous cherchons à introduire, un traitement précis de ces quantités. On pourrait dire que
l'essentiel du travail du cycle 1 va porter sur ce thème-là. Et donc, je reprends mes deux dimensions. La première, c'est la dimension non symbolique, c'est-à-dire celle qui ne fait pas appel aux chiffres arabes ou aux noms de nombres. On va regarder ce que sont capables de faire les bébés déjà, ou les enfants, avant même qu'ils aient acquis un système numérique verbal ou indo-arabe. Alors, par exemple, vos bébés, dès quelques heures après leur naissance, sont capables de différencier 1 de 2 et 2 de 3. Mais, il n'est pas sûr que ce soit numérique. Alors, ça peut vous paraître bizarre que je dise ça. En fait, c'est un peu comme s'ils étaient capables de maintenir dans leur mémoire immédiate des différences de configuration et de percevoir que, dans certains cas, on a enlevé ou on a ajouté, je n'ai pas dit additionné ou soustrait, hein. Ça c'est beaucoup plus tard. Et cette capacité qu'on appelle subitizing, vous l'avez vu tout à l'heure, cette capacité, elle est extrêmement précoce. Mais, et vous l'avez encore, hein, on peut montrer très facilement que vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de temps pour repérer que c'est 3, que c'est 2, que c'est 1, et même pour des gens comme nous, jusqu'à 4, voire jusqu'à 5. Bon, ceci, nous savons aussi que certains individus présentent des troubles ou des difficultés concernant cette capacité, notamment les syndromes de Down, qui semblent se limiter à 2, alors que chez la plupart d'entre nous, c'est au minimum 3. Et il se pourrait que ce soit associé à la mémoire à court terme qu'on appelle visuospatiale, pas du tout verbale, celle qui traite des configurations. Donc ça, c'est une habileté de départ. En quelque sorte, on la repère dans toutes les populations. On essaie de l'exploiter pédagogiquement. Le genre de dispositif que je vous montre ici n'est que l'exploitation à travers des configurations régulières de cette capacité. Ici, on pourrait se tromper, c'est-à-dire qu'on pourrait obtenir, et on peut obtenir des enfants qu'ils mémorisent ces configurations, qu'ils soient capables de les dénommer, donc on est bien plus tard, sans que les quantités et le nombre sous-jacent soient acquis. Donc, vous voyez, c'est une capacité qui peut reposer sur du visuel, sur du visuospatial, et le problème sera celui de l'exploitation sur le plan numérique. On peut faire la même chose avec les configurations de doigts. Les configurations de doigts peuvent être traitées comme des codes, j'y reviendrai tout à l'heure, et ce sont les mêmes capacités, en tout cas de base, qui sont impliquées. Voilà, ça c'est une première catégorie de capacités universelles, mais qu'évidemment, on va pouvoir essayer de développer. Et notamment, je vous dirai tout à l'heure que lorsqu'on passe au symbolique, puisque là, je vous répète, on est dans le non symbolique, quand on passe au symbolique, il y a une rupture entre 2 ans et 4 ans à propos du traitement de ces quantités. Donc on est en plein dans les difficultés du cycle 1. Après, il y a une deuxième capacité universelle qui est très intéressante, que vous avez encore, et qui vous permet, par exemple, de dire dans la configuration du haut qu'il y a plus d'éléments noirs que d'éléments blancs, d'accord ? Ça ne vous pose pas de problème. Ou bien de dire pour la configuration d'en bas que la surface couverte par le gris foncé est plus importante que la surface couverte par le gris clair. Alors vous devez vous dire que on ne voit pas bien les conséquences. Alors voilà à quoi on pourrait jouer. Et si vous voulez y jouer vraiment, vous irez sur ce site-là, panamat.org, c'est gratuit, et vous ferez le travail. Voilà. Alors imaginez qu'on vous demande de comparer des configurations comme celle-ci. Où est-ce qu'il y a le plus de points ? Très facile.
Le rapport est de 3 à 0, tout le monde sait faire ça, même les bébés à leur naissance. Enfin, ils ne répondent pas tout à fait de la même façon que nous. Hein. Ici, on peut vous poser la même question et vous allez trouver aussi. Le rapport est de 2 à 1. Ici, le rapport se réduit. Il se réduit encore. Et là, vous voyez, c'est probablement vous avez envie de pouvoir compter. Mais évidemment, on va vous empêcher de compter. Voilà. Donc, autrement dit, on va présenter rapidement. On peut montrer que, je vais vous montrer la courbe, que les performances des individus évoluent au fil des âges et des niveaux scolaires de cette capacité, de ce type de la résolution de ce type de situation à peu près à celle-là, avec des différences interindividuelles qui existent très tôt et qui continuent à exister chez les adultes. Et on peut trouver la même chose avec ces configurations-là, où ce qui est en jeu, c'est l'espace occupé. Alors, peut-être vous vous demandez où ça va nous conduire, vous allez voir.